Le sujet qui nous intéresse ce matin, l'endettement des entreprises publiques, comment l'éviter, comment y mettre fin, c'est notre grande interrogation et surtout notre thématique de ce mercredi 15 juillet de l'an de grâce 2020. Pour soulager le trésor, le Cameroun projette d'orienter, il faut le dire, les entreprises publiques vers des prêts non souverains. Dans le cadre de la préparation du budget 2021, le gouvernement du Cameroun a inscrit les dispositions dans le document d'orientation budgétaire, en abrégé DOB, allant dans le sens de la maîtrise de l'endettement généré dans les établissements d'entreprises publiques. Les entreprises, pour ne pas dire les actions qui sont déployées au cours du triennat 2021-2023, viseront la réduction des sollicitations en direction du budget de l'État de la part de ces structures porteuses de massifs conditionnels, en les amenant à s'orienter vers les prêts non souverains des partenaires au développement ou encore des banques privées, explique d'ailleurs le DOB. Toujours selon le document, il sera surtout nécessaire d'améliorer les formations financières et de renforcer la surveillance de la gestion de ces entités sur la base des innovations induites par la réforme en cours. Quant aux dettes existantes dont les audits sont soit en cours, soit projetées, celles-ci seront progressivement apurées à travers leur prise en compte dans les budgets de ces entités. Il faut préciser par ailleurs que le gouvernement camerounais constate que les entreprises publiques, bien qu'autonomes, sollicitent en cours d'année et de façon récurrente le budget de l'État pour des appuis ponctuels et pour, il faut le dire, des montants assez élevés sans que ceci ait été prévu dans le budget initial. Pourtant, la vocation originelle est plutôt le reversement des dividendes pour financer le budget de l'État et non l'inverse. C'est le cas de Camerco, Sonara, port autonome de Douala, port autonome de Kribi, société de développement du coton, on parle bien sûr d'assaut des cotons, l'opération des télécoms comme Camtel, l'opérateur des télécoms Camtel, le postier Campos, la chaîne audiovisuelle, la CRTV, l'imprimerie nationale et TCRA. En 2017, il faut le rappeler, la dette globale des 37 entreprises publiques ou à capitaux publics du pays se chiffrait à plus de 2624,4 milliards de francs CFA. La Sonara, l'entreprise nationale des télécommunications, nationale des hydrocarbures, en tout cas de raffinerie, et surtout l'entreprise nationale des télécommunications Camtel, la compagnie nationale des eaux Camwater occupait le top, il faut le dire, des 3 entreprises publiques endettées avec des montants respectifs de 763,2 milliards de francs CFA, 554,5 milliards de francs CFA et 352,4 milliards de francs CFA fin 2017. Les autres entreprises publiques qui bouclent le top 5 sont Electricity Development Corporation, EDC, 140,4 milliards de francs CFA, et la Sodecotton, 113,1 milliards de francs CFA. Bien plus que leur endettement, ce sont, il faut le dire, les difficultés rencontrées par ces entreprises pour générer des revenus suffisants au remboursement de leurs créanciers, qui posent d'ailleurs un gros problème aujourd'hui. Voilà pourquoi nous également ce matin, nous nous interrogeons. L'endettement des entreprises publiques, comment l'éviter? Comment y mettre fin? Je me tourne vers l'économiste, Dr Yam. D'ailleurs, il y a 2 économistes sur ce plateau. Ils vont justement nous donner quelques informations. Dr Yam, votre réaction? Monsieur Goss, je ne réagis pas. Je découvre comme vous que nous avons des entités qui sont censées nous rapporter de l'argent, mais qui... À la place de rapporter de l'argent, nous en demandent tout le temps et plombent notre économie. Et surtout, dans des secteurs dans lesquels d'autres gagnent de l'argent. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable. Je pense, si je me trompe, Camtel, par exemple, est la seule entreprise qui est l'opérateur historique et qui ne gagne pas d'argent dans son pays. Je ne connais pas d'autres qui soient dans cette situation. La Sonara est normalement à un marché protégé. Maintenant, il est possible de faire du trading et d'importer du pétrole raffiné, mais en réalité, le marché de la Sonara est tellement réglementé qu'on ne comprend pas pourquoi la Sonara ne gagne pas de l'argent. Mais on peut aller au-delà du marché et se dire, peut-être est-ce parce que la Sonara n'a pas connu tout le développement technologique qu'elle devait connaître, à savoir qui lui aurait permis de diversifier les différentes son offre et gagner de l'argent en faisant éventuellement de la péréquation entre ces différents produits. La vérité est que la plupart des entreprises publiques ont été conçues à un moment où c'était de la redistribution et non pas véritablement de la production.
Et on ne crée pas une entreprise pour la financer tout le temps. On peut venir en aide à une entreprise à un moment donné, mais de façon structurelle, systémique, une entreprise n'est pas créée pour que tout le temps l'État vienne apporter de l'argent. 15 entreprises, 2624,4 milliards de dettes. 128% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est quelque chose d'incompréhensible. Je peux vous assurer qu'il y a également, au-delà de ça, la stratégie même ou dans l'organisation des activités au niveau de l'État. Il est presque certain aujourd'hui que si vous aviez dans le domaine de l'eau fait de l'affermage, c'est-à-dire par exemple que, en fait, au lieu d'avoir une grosse entreprise nationale qui s'appelle Camwater, vous avez plutôt une entreprise, vous avez des entreprises par région, par exemple. Et donc vous faites de l'affermage. Chaque région a un contrat pour gérer son problème d'eau localement. Et du coup, il est fort possible de réduire les coûts. Parce que la problématique qui consiste à couvrir de très grands espaces a aussi ses limites dans la mesure où très souvent, en termes de stratégie, on est obligé de privilégier certaines zones et pas d'autres. D'une part. D'autre part, ces grosses entreprises au niveau international, au niveau national pour certaines, avaient besoin en réalité d'être démantelées et d'être des entreprises, d'avoir des activités régionales comme je parlais de l'eau. Ça peut être la même chose, par exemple, pour la distribution de l'électricité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse entreprise nationale qui distribue l'électricité partout dans le pays. Il peut y avoir des entreprises régionales ou des 2-3 régions qui sont contiguës qui peuvent avoir une entreprise. Ça fait que vous avez des investissements mesurés et contrôlés et vous avez une réponse adaptée et plus réactive par rapport aux besoins, aux attentes de la population et un meilleur contrôle sur les questions financières. Mais bon, on va privilégier les grosses structures, oui. C'est une approche. Mais l'autre problème structurel de ces entreprises, c'est que c'est des entreprises gérées pour une grande partie par des fonctionnaires qui ne sont pas forcément des gens préparés à être des managers. Parce que, attention, ce n'est pas parce qu'un diplôme ne dit pas que vous êtes capable de tout. Ça ne veut rien dire du tout, un diplôme. Mais vous avez un parcours qui permet de savoir que vous êtes capable de faire quelque chose ou pas. Aujourd'hui, si on modifiait substantiellement le mode de désignation des directeurs généraux, je peux vous assurer que la qualité de la gestion des entreprises changerait. Parce qu'une grande partie de ces entreprises ont quand même un management, comment dire, on appelle ça comment ? Archaïque. De mauvaise qualité. Si vous décidez aujourd'hui que pour être nommé directeur général adjoint, on crée ce tandem-là, une équipe, vous êtes nommé sur un même ticket, et que pour que vous soyez nommé, on fait un appel à candidature. Les gens viennent, ils viennent, et puis on vous dit, il y aura un directeur général adjoint. Donc vous vous débrouillez à former des binômes qui vont passer les tests, et puis peut-être les 3 meilleurs binômes, on va leur demander de nous donner des projections sur comment ils entendent gérer cette entreprise et sur la base de la qualité des projets, de la connaissance d'abord du secteur et de l'entreprise et les projections qui sont présentées par chaque binôme, on décide à la fin de quel est le binôme qui est le meilleur et qui répond le mieux aux attentes. L'État doit devenir beaucoup plus rigoureux que ça en disant nous ne créons pas des entreprises pour venir remettre de l'argent dedans, nous créons des entreprises pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on crée une entreprise. Donc, à partir de ce moment, nous devons juste distinguer un certain type d'établissements qui sont des établissements d'aménagement du territoire qui vont donc demander l'argent de l'État, mais vous avez les entreprises qui sont vraiment orientées dans le sens de faire du profit. Camtel, Sonara, Sodecouton, oui. Des choses comme ça. Même le port autonome de dollars, le port autonome de crédit, il n'y a aucune raison que leur niveau d'endettement ne soit pas en proportion de leurs recettes potentielles. Donc, avec une certaine capacité de remboursement. Oui. Et je pense également que nous avons beaucoup de choses au niveau qui sont plus techniques, qui plombent quelquefois les dettes des pays. Au niveau international, vous avez parfois les variations du taux de change du dollar qui font que parfois ça obère, donc ça augmente un peu la dette ou ça la réduit en fonction de ces variations-là. Si l'euro s'apprécie ou l'union en fonction du dollar, ça peut exposer nos entreprises qui ce sont notre État, parce que la plupart c'est des prêts souverains, l'État dans la dette peut croître ou décroître. Mais de manière générale,
je crois que le problème de fond, c'est comment les dirigeants accèdent aux fonctions du directeur général, comment le conseil d'administration est constitué. Si vous avez des personnes qui arrivent dans les conseils d'administration, ne connaissent rien au secteur, ne connaissent pas le management, vous pouvez ne pas connaître un secteur d'activité, mais avoir une vraie expérience de management des entreprises, vous pouvez mieux accompagner le directeur général, parce que le conseil d'administration est là pour accompagner la direction générale pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Donc, en gros, je crois que, pour me résumer et chuter, je pense que nous sommes devant une situation un peu délicate, parce que cette dette des entreprises publiques représente quand même 13,5% de notre PIB. C'est énorme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Presque 14% du PIB d'un pays en termes de dette des entreprises publiques uniquement, c'est trop. C'est trop. Et donc, il va falloir que l'État, parce que l'État doit aussi réduire le nombre d'institutions qui accompagnent les entreprises. Entre ceux qui doivent aider à la réhabilitation, ceux qui doivent gérer la compétitivité, ceux qui doivent gérer les mises à niveau, ceux qui doivent faire ceux qui doivent faire ça, il faut que l'État réduise un peu et qu'il y ait une certaine lisibilité qui soit donnée au secteur, à l'économie nationale. Et nous devons distinguer, en matière de gouvernement, nous devons distinguer les activités productrices, celles qui génèrent des revenus, celles qui doivent financer les activités, si tu voulais, sociales et la gestion de l'administration quotidienne. Donc, quand on distingue tout cela, on trouve les personnes qui sont orientées gestion publique, qui vont gérer l'administration, qui n'est pas vocation forcément à faire des bénéfices, mais qui peut être beaucoup plus efficace pour réduire les coûts. Et les entreprises publiques, elles, optimiser leurs performances pour en faire des mastodontes. Je rappelle aux gens que l'un des opérateurs de téléphonie mobile qui fait beaucoup d'argent au Cameroun est une entreprise publique, qui est une entreprise publique française. Je rappelle aux gens que l'entreprise qui gère le pipeline a une forte coloration publique dans son pays. C'est une filiale de cette entreprise qui a une forte coloration dans son pays. Donc, il faut que nous ayons un peu plus d'acuité dans le cadre des investissements qui sont faits et que cette corruption qui fait que parfois les prêts sont faits d'une certaine manière soit quand même réduite. Et dans ce cas-là, je crois que les dispositions de la comptabilité, la comptabilité, comme par exemple le double contrôle par des commissaires aux comptes avec le pouvoir de dénonciation, avec donc la capacité d'alerte, soient remises en vigueur pour s'assurer que la gestion de ces entreprises est suivie au jour le jour. Il est inadmissible que les plateformes aéroportuaires de Douala et Yaoundé fassent 4 milliards de francs CFA par jour avant la crise et que Camerco ne gagne pas d'argent. Ça n'a pas de sens. Justement, je vais me tourner vers le docteur Edimo Mongori. Vous l'avez suivi d'ailleurs, le docteur Edimo. 37 entreprises publiques, il faut le dire, capitaux publics du pays, qui suivent d'ailleurs, il faut le dire, à 2624,4 milliards de francs CFA. Voilà les entreprises qui ont été créées par le pays, mais qui ne génèrent pas de l'argent, mais plutôt engloutissent d'énormes sommes d'argent et sont aujourd'hui endettées. Et tous les jours, il faut renflouer les caisses. Ah oui, malheureusement c'est ça la réalité et naturellement c'est tout un paradoxe lorsqu'on sait que tout le monde fait de l'argent dans le numérique, dans la téléphonie, lorsqu'on sait que au Sénégal, pour ne pas aller très loin, Sonatel apporte tellement d'argent au budget de l'État. Et Sonatel, c'est quoi? C'est juste un joint venture entre l'État et la société Orange. Nous aurions aussi peut-être dû penser à faire quelque chose de ce type. Il est impensable que Camtel, qui est un grand fournisseur d'accès, qui en même temps a eu la rétrocession des câbles à fibre optique de toutes sortes, et pas seulement le nouveau câble de 32 terabits, mais déjà les points de sortie des câbles reliés au pipeline depuis, avec, je crois, 4 dorsales, c'est comme tel qui les gère. Et c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, où Orange fait dans les 1000 milliards, MTN à peu près la même chose, que Camtel vienne se présenter avec des dettes. Camtel aurait pu, si, et merci parce que Dr Yam en parle, si peut-être
les modes de désignation étaient meilleurs. Si on était aligné vers des critères de performance suffisamment solides, si on pensait à gérer cette entreprise comme une entreprise privée, ou mettre au moins un partenariat avec des sociétés privées, on n'en serait naturellement pas là. Camtel pourrait générer ne serait-ce que 500 milliards. Ce serait assez pour accompagner d'autres activités. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas, mais quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Dr Yam, vous savez, la gestion c'est quelque chose, ça s'apprend. Moi je suis enseignant et nous savons que pour former un manager, nous avons besoin d'au moins 6 ans dans la filière management seulement. Maintenant, quand vous mettez un administrateur, comme c'est le cas, ou quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, on a trouvé qu'il doit être là, vous voulez compter sur quoi? Ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'apprend de manière très, très, très appliquée. Il faut être vraiment appliqué, avoir la pratique dans les doigts et beaucoup plus que ça. Voilà, vous avez des sociétés comme Ethiopian Airlines qui est devenu aujourd'hui un modèle, pas en Afrique, mais dans le monde. Oui. Dans le monde. C'est une société publique. C'est une société publique. Mais qui aujourd'hui n'a rien à foutre avec Air France et tout le reste. C'est le même calibre. Et ça, je crois que nous pouvons le faire. Naturellement, on va se demander comment est-ce que Ethiopian Airlines y est arrivé. Naturellement, en respectant ces canaux. Il y a des canaux de fond. Naturellement, nous sommes en présence d'un pays qui a laissé le coup de France aux dirigeants. On lui a laissé le coup de France. La politique n'interfère pas dans la gestion parce qu'il y a aussi cette question. Lorsque la politique intervient, on prend des billets d'avion sur Camerco, on fait ceci, on fait cela. Naturellement, à la fin, le manager, s'il ne cède pas, il est viré. Voilà. Donc, quelque part, il faut qu'on laisse également suffisamment d'espace à ceux qui gèrent. Mais beaucoup plus important est également la notion de l'audit. Les audits doivent être suffisamment périodiques. Autant on aura peut-être le 7 août un conseil, le Conseil national de la magistrature va siéger. C'est le 6. Ouais. C'est ce qu'on devrait vivre normalement pour les entreprises publiques. On devrait avoir un suivi chronométré dans le temps où nous savons que chaque année, ces entreprises vont nous fournir un bilan. Naturellement, il faut un minimum de pression. Lorsque dans des entreprises publiques, on trouve des gens qui chronent depuis 10 ans, depuis 20 ans, naturellement, ça veut dire qu'on n'attend même pas qu'ils fassent des résultats quelque part. Donc, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand vous allez voir au fond, il faut également voir la structure de l'entreprise. Est-ce qu'elle est adaptée au contexte international? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Quand vous prenez le cas de la Sonara, par exemple, pas parce qu'elle est tombée aujourd'hui, c'est une société qui devait faire de l'argent, bien que elle soit fondée vraiment en prenant en compte des critères qui ne valent rien. Vous savez, la Sonara ne raffine que 5% du pétrole camerounais. 5%. Parce que c'est un outil hydro-skimming, ça veut dire qu'il raffine par distillation atmosphérique. Or, le pétrole camerounais est essentiellement riche en résidus. Ça veut dire que, logiquement, il devrait avoir un dispositif hydro-cracking qui permettrait non seulement de produire du pétrole, mais d'avoir du bitume, parce que notre pétrole a des substances bitumineuses essentiellement. Aujourd'hui, on est bien obligé d'importer des quantités énormes de bitume, alors que nous avons des résidus pour nos routes, pour les programmes routiers, alors que nous avons des résidus énormes. Donc nous exportons ce pétrole
à l'état brut, et d'autres en font ce qu'ils vont en faire. On nous renvoie encore cette histoire, le bitume, peut-être à un prix multiplié par 10. Donc, vous voyez, il y a des problèmes de programmation des investissements. Est-ce qu'il y avait un sens qu'à l'époque, on plaça 150 milliards, parce qu'en fait, c'est ça le coût de la Sonara au départ, dans les années 76, avant la dévaluation. Avant la dévaluation, on disait 75 milliards, donc à peu près 150 milliards après dévaluation. Est-ce qu'il était nécessaire de le faire en sachant que cet équipement ne peut pas raffiner le pétrole camerounais? Point d'interrogation. Donc, vous voyez, il y a des questions qui relèvent tout simplement du fait que, parfois, et ça c'est le cas, je l'ai écrit d'ailleurs dans un de mes livres, là, La brève histoire de l'économie camerounaise, nous avons eu dans le passé affaire à beaucoup d'initiatives, une flopée d'entreprises qui sont nées entre 1973 et 1982. Une flopée. Je peux les citer, c'est Sodé Coton, c'est Kamsuko, Sosucam, Sodé Blé, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Sokapalm, Evekam, etc. Sodé Blé, Sonara, etc. qui sont nés poussant l'État à connaître une explosion de la dette, parce qu'on ne le dit pas souvent assez, mais entre 1973 et 1983, l'endettement public a été multiplié par 9. Ça, c'est du venez voir. Donc, passant de 447 millions de dollars à 3400 millions de dollars. Oui. Donc, multiplié par 9, tranquillement. On espérait à l'époque que très rapidement les entreprises vont générer de l'argent, le pays va se développer, etc. Et naturellement, on comptait, à l'époque, on était un pays structuré un peu comme le Tchad ou la Guinée équatoriale. Au début des années 80, l'économie est massivement pétrolisée. Elle dépend entièrement du pétrole. À 60%. 60% de nos exportations, recettes d'exportation, provenaient du pétrole. Subitement, naturellement, le cours du baril, et ça il faut le dire, qui n'était que de $2,5 en 1973, qui va bondir à $14 en 1974, suite au premier choc pétrolier, va être multiplié par 2 au lendemain du second choc pétrolier qui intervient en 1979 et atteindre les $35-40. On est en 1979. Et subitement, ce même cours va s'installer dans une trajectoire baissière et s'effondrer en 85. Il s'effondre pour s'asseoir autour de $10, $10-12, jusqu'en 2001. Oui. En fait, c'est bête, mais on peut dire que c'est même un terroriste à la fin qui va permettre aux pays africains de s'endetter davantage? Non, de sortir de la crise. C'est lorsque Osama Ben Laden percute les 2 tours du World Trade Center et que la Chine, l'Inde, le Brésil sont déjà en course. La Chine va vite à 10%, l'Inde à 7%, le Brésil à 6%. Et que ces grands émergents se posent la question, est-ce qu'on peut continuer sur notre trajectoire s'il nous manque du pétrole? Du coup, chacun des grands pays commence à importer, à solliciter, à acheter à terme. Ça veut dire, avant que le pétrole sorte de terre, on l'a déjà commandé. Conséquence, les États-Unis disent nous en voulons, la France dit nous en voulons, tout le monde en veut, et on sort de cette tendance qui était, le pétrole était le coût à moins de $20 pour monter. Et lorsqu'on passe le point d'achèvement en 2006, c'est parce que le pétrole est déjà arrivé à $75 le baril et qu'on peut satisfaire aux 2 grands critères, notamment le règlement de la dette intérieure et de la dette extérieure. Donc, comme pour dire quoi,
Souvent, les choix sont extrêmement importants. Dans le cas du Cameroun, dans les années 70, on avait tout entre les mains. On a cru qu'on pourrait aller vite. Malheureusement, on a été floué, en partie par nos experts, pas nos experts nationaux, parce que peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout, mais les experts qui venaient essentiellement de la France et qui ont conseillé beaucoup d'investissements comme la Sonara, comme la Selucam, la Selucam, pour la petite histoire, c'est 400 milliards de francs qui ont été engloutis en l'espace de 2 ans. Ça a commencé en 81, en 83, c'était fini. Il faut payer cette dette jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez, souvent c'est une question essentiellement de choix. On vous comprend. Voilà. Et justement, on parle de choix. Eric Bubin-Bikaï, finalement, on a l'impression que ces dirigeants qui viennent souvent dans ces entreprises publiques n'ont pas de cahier des charges, n'ont pas de pression, comme le docteur Edimo Mongoré est en train de le dire. À un moment donné, on ne leur demande pas justement des résultats. Pourtant, ils ont droit de donner des résultats. Non, il faut signaler que l'entreprise vise sur deux. En fait, il y a 2 objectifs qui caractérisent l'entreprise, c'est-à-dire la productivité et la compétitivité. Si une entreprise ne s'inscrit pas dans ce prisme-là, il est difficile pour cette entreprise de pouvoir survivre. Maintenant, l'orientation de ces 2 objectifs passe forcément par le choix des hommes. Oui. Voyez-vous, vous évoquez l'historique ou l'historicité de la Sonara. Il ne faut pas oublier que cette entreprise réalise un chiffre d'après de 1000 milliards en 2012. Sous Charles Métoc, qui sortait de la Symphos et qui avait hérité qui avait été nommé à la tête de cette entreprise, qu'il avait structuré, je ne suis pas tellement impliqué dans les milieux économiques. Et en 2012, on avait un chiffre d'affaires de 1000 milliards. À l'époque, je pense que la Sonara caracolait en tête en Afrique francophone comme l'une des meilleures entreprises. 8 ans après, la Sonara a une dette de près de 760 milliards, ponctué par l'incident malheureux de mai 2019, qui l'oblige maintenant à remoderniser, alors à restructurer sa structure de production, justement sortant du craquage du pétrole léger qui vient de l'étranger sur le marché international pour opter sur le craquage du pétrole local, qui peut nous permettre d'avoir plus de bitume pour pouvoir atteindre nos objectifs, notamment en termes de dotation des infrastructures. Et puis, dans la mise en branle, en fait, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'objectivités, l'État avait, comme le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, entre 1973 et 1974, l'État a compris la nécessité de pouvoir mettre des outils pour pouvoir gérer ces entreprises. On a mis sur pied l'ESSEC, je pense en 1970, qui était une filiale, une école française qui formait des managers. C'est-à-dire leur rôle, c'était de former les managers sur 6 ans. Progressivement, on a politisé la productivité ou alors la compétitivité des entreprises pour y introduire les administrateurs civils qui, eux, ils sont formés à l'administration territoriale, c'est-à-dire au respect de l'ordre. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Et ce que je vais dire là par là, je peux l'illustrer sur autre plan, parce que dans les années 97, on a eu un directeur général assez exceptionnel, surdoué, on peut le dire, M. Minko, si je ne me trompe pas, qui était directeur général de la Régie nationale chemin de fer à 8h, directeur général de la CAMER à 12h, maire de Kribi à 14h et président de Océan de Kribi à 18h. C'était exceptionnel. Et des cas comme ça, on en a dans le circuit de gestion des entreprises au niveau du Cameroun. Les entreprises doivent dégager une plus-value pour faciliter le développement, parce que c'est de l'argent que l'État injecte dans ces entreprises pour que cet argent puisse générer des revenus. C'est un peu comme un placement. Même placement dans les objectifs de l'État de pouvoir offrir un emploi aux populations et les faire participer dans le long circuit de productivité, qui est également un des éléments de la consommation. Parce que si on ne produit pas, on ne peut pas consommer. Du coup, sans le percevoir de cette manière-là, nous sommes forcément en train de citer les potentialités économiques surévaluées du Cameroun. Donc, il faudrait qu'on revienne à l'ancien temps. Il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'on mette des hommes, comme disait le docteur Yam tout à l'heure, sur la base des cahiers des charges, ayant préalablement fait l'objet d'une compétitivité pour avoir accès à des postes de responsabilité. Qu'on sorte progressivement les administrateurs civils principaux dans
l'outil de gestion des entreprises nationales. Parce que, en fait, cette approche, depuis plus de 20, 30 ans, a montré des limites. On ne saurait continuer à s'appuyer sur cet aspect-là pour tuer davantage la maigre épaisseur du tissu économique camerounais. On le constate avec Ameco. 371 employés qui sont mis en chômage technique, 206 qui sont encore en fonction. Il n'y a aucun aéronef. En fait, il faut être un administrateur civil pour pouvoir présenter ce type de résultats. Parce qu'en réalité, quoi, c'est que l'administrateur civil qui est là, on a comme l'impression qu'il contrôle l'action du gouvernement parce qu'il est là pour vérifier les sommes injectées dans une entreprise qui est censée produire. Mais qui ne produit pas malheureusement. Qui ne produit pas malheureusement. Parce qu'en réalité, on nomme les administrateurs civils parce qu'on attend des dotations de l'État. Mais l'État également va s'asphyxier. Parce que si la dette publique est énorme, on risque de ne pas être solvable sur le marché international. Parce qu'en réalité, c'est un processus. Je vous poserai la question. Comment injecter de l'argent, par exemple, à Camer lorsqu'il n'y a même pas d'avion? En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça relève un peu de l'idée qu'on a eu en 97. C'est-à-dire un directeur général qui est directeur de plusieurs structures publiques en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter de l'argent là où on sait que les potentialités de productivité ne sont pas inexistantes. On l'a dit parce qu'il ne faut pas oublier que quand Ernest Dikoum, je pense, c'est l'avant-dernier directeur général avant qu'un administrateur civil prenne le contrôle de cette entreprise est arrivé. Il avait dit lors d'une communication, moi je l'ai bien suivi à l'époque, et je suis loin d'être intelligent, que son objectif, c'est de faire en sorte que l'État arrête de subventionner la Camer. Peut-être l'approche choisie par ce manager n'était pas bonne parce qu'en réalité, on ne peut arrêter les subventions d'une telle entreprise que si et seulement on dote l'entreprise des aéronefs où ils sont des propriétaires parce qu'il y a aussi cette approche de leasing qui régnait en mer depuis la création de la Camer en mai 2011. C'est-à-dire les gars n'ont pas les aéronefs, Camer autant pour moi, en mai 2011. Les gars n'ont pas les aéronefs, les gars louent les aéronefs et font fonctionner ces aéronefs à l'intérieur d'une entreprise étatique. Or, comme disait le docteur Mongori tout à l'heure, une entreprise comme Ethiopia Airlines qui a à peu près 85 Boeing, propriétaire de ces 85 Boeing. Mais quel qu'en soit les cas, même si ces Boeing doivent rapporter 2 francs, au bout d'un mois, fois 80, c'est toutes ces flottes là, tous ces avions sont vraiment, parce qu'un avion est productif lorsque elle vole. Il vole, tant pour moi. S'il ne vole pas, il n'est pas productif. Et tous les managers de cette industrie savent que s'ils ont 80 aéronefs, tous les 80 aéronefs doivent avoir des lignes où ils rapportent de l'argent. Donc, quel qu'en soit les cas, la croissance d'un pays comme l'Éthiopie aujourd'hui s'appuie prioritairement sur ce fleuron-là. Et ce fleuron-là a tendance à damer le pion sur l'ensemble des entreprises qui font dans le même, qui font concurrence, qui sont dans le même secteur. C'est ce qu'on appelle une entreprise qui est compétitive. Or, les nôtres, pour la plupart, vous avez évoqué le cas de la Camtel tout à l'heure, et là même on peut également évoquer, on parle tout à l'heure des managers, mais on peut également évoquer ceux qui y travaillent. Parce qu'on a comme l'impression que ceux qui y travaillent, pour la plupart, sont les enfants d'eux, qui se retrouvent là-bas, et puis on envoie de l'argent de l'État pour pouvoir les permettre d'avoir un salaire et de se construire une vie. Quel qu'en soit les cas, on nous a annoncé au début des années 88 la fin de l'État-providence. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a un retour de l'État-providence sur la base des financements des entreprises publiques qui sont censées produire de la plus-value. Moi, ça, je vais me tourner vers vous. Il y a les 3 tops. Le 3 tops, d'ailleurs, des entreprises qui avalent l'argent de l'État. On a justement, il faut le dire, Camtel. Non, commençons déjà par la Sonara, Camtel et Kamwata. Quand on regarde les 2 derniers, on a l'impression qu'il y a quand même un gros problème. Vraiment, Stephen Goss, c'est pourquoi j'ai du plaisir à regarder souvent tes émissions. Je ne te flatte pas. Cet économiste qui est à ma gauche m'en a fait apprendre. Yam, je suis habitué à ça. Oui. Et ce niveau que je viens de voir... Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais pour nommer quelqu'un, je n'en ferai pas que des amis. Il y a tout un tintamarre, le cercle des vicieux, de trucs. Et ça, c'est le petit-neveu de quelqu'un, ou de qui, comme ils le disent. Vraiment, ces gens, je suis édifié d'être avec eux ce matin. Je vais vous dire, mon pays, vous connaissez tous le Sénégal, a le même problème. Ce n'est pas le propre du Cameroun. Macky Sall, sa femme, nomme ses cousins, ses neveux. Non, écoutez, moi, je n'ai pas peur. Hein. Je rentre au Sénégal quand je veux, à l'heure que je veux. Si on me met
En prison. Vous allez être au courant. C'est pas normal. Je vous avais parlé des problèmes de Eneo tout à l'heure. Mais Eneo, il y a des jeunes Camerounais que Eneo pouvait embaucher et les donner des machines pour faire du travail. Il prend Orange Money et MTN. Oui, sans publicité d'ailleurs. Oui. Ils viennent. Si tu n'as pas un prévalu de 25 000, tu ne dois pas passer à la caisse de Eneo même. Pour payer. Tu vas aller payer chez Orange Money. Heureusement, ils l'ont fait. Parce que ce qui est fort au Cameroun, quand les gens se plaignent, ils comprennent un peu. Mais chez nous, c'est là où ils vont s'entêter plus. Dommage. Et ton sujet là est tellement bon que je souhaiterais que tu le reprennes. Parce que l'Afrique, c'est pas croyable. Monsieur, ce continent est riche, mais on n'a rien. Pour se soigner même. Mais tu te quilles les méninges. Pourtant, on est riche. Tout vient de chez nous. Est-ce que je mens, monsieur l'économiste? Non, non. Vous m'avez parlé de bitume. Mais quelle intelligence. Le bitume qui goudronne nos routes. On le paye, alors qu'on peut... On parle d'exporter. Le riz, on l'exporte. On exporte tout. Les gens passent leur temps à jouer soit aux cartes, soit à... Et on ne nomme pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez raison. Comment un seul directeur, un ami d'ailleurs, un grand frère, un seul directeur peut être directeur de Camer le matin, le soir, il est à Régifercam, et en dernier, pour conclure le Tintamarre, il va aller gérer l'océan de Cribé. Même nos équipes nationales vivent sous, alors qu'une équipe nationale comme le Cameroun, tu appelles l'équipe du Sénégal ou de Côte d'Ivoire et que tu fais le plein. Hors coronavirus, hein, tu fais le plein au stade et tu as de l'argent. Mais cet argent ne sert à rien. Rien. Un bourgeois, est-ce qu'un fonctionnaire doit construire une maison d'habitat de 1 milliard, 2 milliards? Il a pris ça où? Est-ce qu'il a pris ça où? Dites-moi. J'ai dit, ce n'est pas le propre du Cameroun. Je ne vais pas exagérer. Si notre première dame ne nomme pas, et je n'avais pas voté Macky Sall pour ça. Vraiment, j'avais voté pour qu'il me nettoie la maison. Mais pire, vous trouvez que ça, on s'en sortira dans ce continent? Il y a des gens qui ne mangent pas, mais d'autres fanfaronnent. Ils fanfaronnent dans des milieux. Excusez-moi, ton thème a été formidable. Très bien. Et Yam, merci. Merci, monsieur. Moukouri, hein? Mongori, dis-moi. Voilà. Les Mongoris n'ont jamais été des gens n'importe quoi ici. J'avais Donc, justement, on a cette problématique ce matin. L'endettement des entreprises publiques, comment l'éviter, comment y mettre fin. Finalement, on a mis de l'argent dans ces entreprises qui ne nous ont absolument rien rapporté. Aujourd'hui, comment y mettre fin, justement? Comment faire le nécessaire pour qu'elles nous rapportent assez d'argent alors que le pays s'appauvrit davantage? Quand on ne sait pas qu'on a un problème, on ne peut pas trouver la solution à ce problème. Pourtant, là, on sait qu'il y a un problème. Là, on sait qu'il y a un problème. Donc là, on commence à lui dénoncer. Mais il y a des constats à faire. Oui. Les 5 entreprises les plus endettées, les autres entreprises publiques les plus endettées du pays, sont dans les secteurs les plus rentables. Parmi les secteurs les plus rentables de l'économie. Dans le monde. C'est-à-dire, vous avez la Sonara. Le pétrole. Le pétrole. Camtel, vous c'est la avez télécommunication. Téléphonie mobile. Kamwata, c'est de l'eau. Vous avez électricité du Cameroun, c'est l'électricité. Et vous avez Sodecoton, c'est tout ce qui est lié au coton et à l'habillement. Je veux juste ajouter qu'il ne faut pas oublier que l'eau a une faible valeur marchande, forte valeur utilitaire. Hein. Oui, mais il reste... Non. Si on le dit comme ça et on passe, le téléspectateur lambda va croire que ah oui, en fait, ça rapporte pas d'argent. Non, c'est pas vrai. En réalité, vous avez un problème de fond dans la structuration de ces entreprises, mais vous avez également un problème de fond dans le contexte de création de ces entreprises et les partenaires qui ont aidé à la création de ces entreprises. Quand vous prenez la Sonara était le genre de projet où j'ai un déchet chez moi et je veux m'en débarrasser. Aussi simple que ça. C'est ça. J'ai un déchet chez moi, je veux m'en débarrasser.
Parce que c'est incompréhensible qu'on ait pris, d'abord à l'époque, je crois que l'usine avait une trentaine d'années, et ensuite, que vous puissiez ne pas comprendre que la Sonara n'est pas ce que ça devrait être là. C'est un complexe pétrochimique. Le docteur Edimo vous parlait des résidus qui font du bitume. Mais il était sur une lancée particulière parce qu'il ne vous a pas parlé de ce que ces résidus-là, c'est la base de toute l'industrie pétrochimique. Mais quand on parle d'industrie pétrochimique, monsieur, on parle de tout. Il faut produire de tout ce que vous... Vous voyez le nombre de la quantité de produits en plastique qu'il y a dans ce studio? Et ça vient de quoi? Ça vient de là. Les produits blancs. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire à partir du pétrole. Et je me souviens bien que le directeur général Bernard Edim, qu'il repose en paix, c'était le combat qu'il a mené à la fin de ces années pour justement diversifier l'offre de la Sonara. Et la raison pour laquelle l'ancien directeur général Metouk donnait de l'espoir aux gens qui étaient à l'extérieur comme nous, c'est qu'il venait justement de l'industrie chimique. Et on se disait, venant de l'industrie chimique, il est fort possible qu'il aille. Mais on n'a pas suffisamment tenu compte d'un certain nombre d'intérêts géostratégiques de la France particulièrement, qui faisaient que la vente du bitume, c'est-à-dire finalement le contrôle de l'extension des réseaux routiers et du volume d'investissement dans les réseaux routiers de l'Afrique devait être maintenu. Parce que si vous êtes capable de produire votre bitume vous-même, vous êtes capable de structurer, de projeter et de planifier le développement de vos voies de communication de façon autonome. Mais si c'est moi qui vous fournis le bitume, ce n'est pas seulement une question de business, c'est une question de contrôle de ce que vous faites également. Donc vous avez cette pesanteur géopolitique, quelquefois, qui viennent en fait obérer non seulement l'endettement des entreprises, mais la maintenir. Vous avez des entreprises comme l'assaut de coton. Personnellement, je pense que c'est la filière du coton est très mal structurée, est mal organisée. Mais elle est organisée comme cela à dessein. Là aussi, ce sont des pesanteurs géostratégiques qui, en fait, gouvernent cette manière de faire. On a parlé tout à l'heure du pétrole, la quantité de pétrole raffiné au Cameroun, 5% du pétrole camerounais, qui a une texture différente du Bonny Light qui est raffiné à la Sonara. Et c'est la même chose avec le coton. Vous avez 5% du coton camerounais, à moins de 5 d'ailleurs, je crois que c'est autour de 4,5% ou 4%, qui est exploité au Cameroun. Vous avez officiellement 25 millions de personnes à habiller. Ils doivent se vêtir tous les jours. 25 officiellement, mais on sait très bien que le Cameroun n'est pas très loin de 40 millions d'habitants. Avec les nouveaux-nés aussi, parce que le taux d'accroissement naturel est de 2,3%. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis, en fait, en réalité, on devrait être bien loin de ça. Donc vous avez tous ces gens-là qu'il faut habiller, mais vous n'avez que 5% de votre coton que vous transformez. Les gens s'habillent comment? La conséquence, c'est que vous avez la matière première qui permet aux autres de bien s'habiller, et vous habillez votre population avec la friperie, avec les habits que les autres ont déjà portés. Okay. Vous imaginez ce que cela représente si chaque année, on décidait que les produits de mauvaise qualité qu'on fait venir là, on ne les fait plus venir, et qu'on fait les choses comme ça. Ça, c'est une jeune couturière qui m'a fait ce haut-là. Et qu'on décide que tout le monde s'habille ici, et que chaque Camerounais pouvait s'acheter peut-être une dizaine de vêtements, de toute nature, 10 vêtements dans l'année. Si vous avez 25 millions d'habitants, ça fait 250 millions de vêtements que vous devez produire pour habiller votre population. Vous avez le sentiment que 250 millions de vêtements, ça ne tient pas une industrie? Ça ne tient pas une industrie? Et donc, les questions fondamentales de l'endettement de nos entreprises publiques, je ne les dédouane pas. J'ai déjà dit un certain nombre de choses au préalable. La qualité du management, le choix des hommes, etc., les conditions financières. Maintenant, je suis quand même sur la stratégie de l'État. Parce que c'est l'État qui a mis le problème sur la table dans le cadre de la loi des finances 2021-2023. C'est pas nous. C'est l'État lui-même qui dit « Oh, je dépense trop d'argent là, hein, ça commence à plomber le budget public. » Oui, mais il ne s'agit pas de le dire. Il ne s'agit pas de le dire. Ça, on le sait. Faut pas ça là. Je veux dire qu'il faut lire un peu, faut tous les jours, on le sait. Ce que nous attendons de l'État, ou ce qu'on attendrait d'un État, c'est de dire, écoutez messieurs, première chose, là ils ont dit plus de prêts non souverains. Vous n'êtes pas en train de traiter la dette actuelle, vous êtes en train de dire comment éviter, nous allons certainement éviter ce genre de choses. Mais ce n'est pas ça qui évite l'endettement des entreprises.
Ça évite l'exposition de l'État, qui n'est plus donc directement impliqué en termes dans le cadre de son budget, mais ça reste quand même que comme c'est des entreprises du portefeuille public, l'État va quand même devoir payer d'une manière ou d'une autre. Le fond du problème, c'est de restructurer et de nationaliser un certain nombre de secteurs. Il y a des secteurs qu'il faut nationaliser. Le secteur du coton doit être nationalisé. Le secteur de l'électricité doit être nationalisé. Le secteur de la téléphonie mobile doit être revu. Toutes les entreprises existantes dans notre pays auraient dû reverser 35% à l'État du Cameroun et une bonne partie à ceux qui sont propriétaires des terres sur lesquelles ces entreprises sont installées. Je vais vous dire une chose. Vous n'auriez pas la gestion chaotique de la Sodecoton si au moins 15% du capital de la Sodecoton était aux mains des gens qui sont propriétaires des terres sur lesquelles la Sodecoton est installée. Vous n'auriez pas la gestion chaotique là, de Camtel si au moins 15% de Camtel était aux mains des gens sur les terres desquelles les installations de Camtel se trouvent. Vous n'auriez pas tous ces problèmes parce que ces gens-là leur diraient, messieurs, vos salamalecs là, vos critères de performance qui sont hors du management des entreprises, qui sont des critères de performance liés au parti, liés à vos sectes, liés à toutes vos pratiques, qui n'ont rien à voir avec le management de l'entreprise, vous les gardez pour vous. Parce que nous, là, on doit gagner de l'argent. Et vous avez donc ces éléments de pression dont parlait Dr Edimo. Nous ne sommes pas obligés d'organiser nos États comme les Européens. Pourquoi on les organiserait comme ça? Est-ce que nous sommes des Européens à peau noire? Non, nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, nous devons avoir notre manière originale d'organiser notre vie. Et c'est cette originalité qui est notre apport au niveau de l'humanité. Et l'une des choses sur lesquelles j'insiste, je vous mets encore au défi. Vous pensez que la Sonara serait ce qu'elle serait là si 15% de la Sonara appartenait aux gens qui sont propriétaires des terres sur lesquelles la Sonara est située? Ces gens-là diraient à tous les directeurs généraux qui sont passés là, hey, messieurs, doucement, vous amusez pas notre doucement, business. Parce que là, nous, on doit gagner de l'argent. Et ces éléments-là, l'État doit les valoriser. Il ne s'agit pas simplement de venir dire on ne fait pas les prêts, on ne fait pas de prêts souverains. Ça, c'est des éléments intéressants de management public qu'il faut mettre en place. Oui. Mais maintenant, même si on ne fait pas ces prêts, vous ne faites pas des prêts, vous faites pas des prêts souverains, ou disons qui n'impliquent pas l'État, qui n'exposent pas directement l'État. Comment vous allez encourager, motiver, rassurer les investisseurs qui arrivent? Parce qu'une bonne partie de l'endettement de l'État est aussi due à la qualité de la justice dans notre pays. J'aime bien le thème que vous avez choisi parce que ça nous permet tout de suite de constater que l'organisation de notre État n'est pas optimale. Que notre État a beaucoup d'anachronismes qu'il faut absolument régler. Une bonne partie de l'endettement de nos entreprises publiques est due au fait que la justice a du mal à statuer contre elles. Beaucoup. Or, ce doivent être des entreprises. Il faut distinguer les entreprises. Elles sont là pour produire de l'argent. Le mode de gestion doit être calqué sur le mode de la gestion des entreprises privées et des critères de performance des entreprises privées. Vous distinguez ça de l'administration territoriale, de l'administration de ci, de ça. Vous créez un hôpital, ça doit être géré comme une clinique. Vous distinguez la gestion de l'hôpital de la santé publique, de la gestion de la santé publique. Vous créez une entreprise comme Camtel. D'ailleurs, alors là, je vais faire peut-être un arrêt spécial. Je ne cesse de dire que nous avons ce qu'on appelle les mécanismes d'accumulation primitive. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de secteurs, un certain nombre d'activités qui permettent à un État de générer du cash au quotidien. Et c'est ça qui lui permet de financer la santé, l'éducation, l'agriculture, les secteurs sociaux et les infrastructures lourdes. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être absent de ces secteurs ou de laisser des entités s'installer, gagner de l'argent, partir. L'État aurait dû s'assurer d'avoir au minimum à chaque fois 35% des entreprises de téléphonie mobile qui existent. Et il est temps d'y penser. Deuxième chose, pour que nos communautés aient un vrai pouvoir d'achat et que cela contribue à améliorer la qualité du management des entreprises publiques, il faut que les entreprises comme celle-là, de ce secteur, ouvrent leur capital et cèdent au moins 15% de leur capital aux propriétaires historiques des terres sur lesquelles leurs infrastructures sont installées. Parce que je vais vous dire une chose.
Lorsque individuellement, lorsque les communautés ont des intérêts particuliers, et on regarde sur une entreprise, oui, elle ne peut pas être gérée de manière laxiste. Je peux vous assurer que si les propriétaires historiques, oui, des terres sur lesquelles Camerco est installé avaient été propriétaires de 15% de Camerco, il y a beaucoup de directeurs généraux qui n'ont jamais été, dont la nomination n'aurait jamais été validée. Et il y aurait beaucoup de nominations à l'intérieur des entreprises, des recrutements, des choses comme ça qui n'auraient jamais été validées, parce que les propriétaires historiques auraient dit, messieurs, faites tout ce que vous voulez, mais avant ça, pour qu'on valide, nous on veut voir comment est-ce que tout ça va nous rapporter de l'argent. Et c'est ça qui n'est pas fait. Donc aujourd'hui, je me fais terminer, oui. Je pense que la première chose, l'État doit être le plus gros acteur économique de nos pays. Je ne comprends pas qui a dit aux gens que l'État ne doit pas être le plus gros. L'État doit être le plus gros parce que potentiellement, l'État est celui qui a la plus grosse capacité d'investissement. L'État doit créer encore plus d'entreprises. Mais l'État doit distinguer les activités d'administration, de management public, oui, des activités de management de ces entreprises qui sont ces sources de revenus additionnels à côté des impôts, des douanes, etc., des revenus douaniers, etc. Et j'appelle l'État du Cameroun pour de s'assurer de cette question qui consiste à dire, vous ne pouvez pas installer des entreprises sur les terres des gens et ces gens-là ne bénéficient pas du revenu des activités, des dividendes de ces entreprises-là. Il faut que ces entreprises cèdent une partie du capital à ces gens dont ils exploitent des terres. Si ces gens existent encore. Et ils ont dans le conseil d'administration. Non seulement ils ont dans le conseil d'administration, ils ont des quotas. Ils ont des quotas et qui doivent attendre à la fin du mois. Et chaque année. Ils sont dans le capital, oui, ils sont dans le conseil d'administration, donc ça veut dire qu'ils auront des dividendes en fin d'année. Mais surtout, ils ont des quotas en termes de cadre et de personnel qui leur permettent donc d'avoir une information fiable du fonctionnement de l'entreprise au quotidien. Et deuxième, pour terminer, vous avez des secteurs comme le secteur du transport aérien. Je pense que l'État doit penser à créer des systèmes qui pourraient établir de la péréquation, qui pourraient soutenir notre entreprise nationale dans ce secteur, mais en même temps exiger de la réciprocité. Si vous ne pouvez pas confier les plateformes aéroportuaires à des étrangers qui vont forcément privilégier les opérateurs de leur pays et attendre que votre propre opérateur, qui n'est pas vraiment pris en compte de façon prioritaire par le gestionnaire de la plateforme aéroportuaire, qu'il avance. Maintenant, je ne dis pas que c'est ça qui fait le mal de Camerco. Je dis que ce qui fait le mal de Camerco, j'ai donné les raisons avant. Allons-y rapidement, parce que le temps nous est imparti. Je dis que le fond du problème, c'est que certains secteurs doivent être nationalisés. Les secteurs logistiques doivent être nationalisés. Les secteurs de télécommunications doivent, si pas nationalisés, créer un système de cession d'actifs pour l'État. Les gens vont vous dire, oui, mais ça va créer des problèmes à les partenaires étrangers. Mais les partenaires étrangers, quand ils nous pillent, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Justement. Docteur Mongol, pour terminer, on n'a plus que 10 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Le gouvernement camerounais table sur 4 909,2 milliards de francs CFA pour le budget 2021, alors que justement, il faut le dire, l'endettement des entreprises publiques, il y en a 37 au total, c'est 2624,4 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on pourra faire le distinguo? Est-ce que quelque chose pourrait changer justement en 2021? Ben écoutez, merci, surtout des interventions de Dr Yam qui parle des questions de stratégie, de développement de l'État, c'est extrêmement important. Mais au-delà, on devrait même parler des problèmes de gouvernance d'une manière générale. Ce qu'on doit noter, il y a 2000 milliards qui sont portés sur la facture de la dette, mais il y a également 2624. Il y a plus de 2000 milliards de francs de manque à gagner, oui, pour l'État camerounais, dû à la corruption, oui, dû à la mauvaise qualité de la dépense publique. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Si la gestion stratégique de l'État n'est pas adossée sur des critères de bonne gouvernance, vraiment aigus de bonne gouvernance, ne croyez pas que c'est un hasard lorsque Ethiopian Airlines fait de bons chiffres. Ça veut dire que l'État éthiopien lui-même est soucieux
de beaucoup de choses. L'Éthiopie, c'est un pays aujourd'hui exemplaire, pas en Afrique, mais dans le monde, avec une croissance de 10% sur une vingtaine d'années, qui est liée au fait que les gens ont choisi de travailler, de bien faire, et vraiment de bien faire. Donc, il s'agit au départ de ça. Nous savons tous que la qualité de la dépense publique reste mauvaise au Cameroun. Nous avons vu des cas où un camion de sable qui coûterait peut-être 85 000 francs a été évalué à combien? Je crois que c'est 760 000. 760 000. Et ça, il y a plein de ce genre de trucs. Lorsque, à ce niveau supérieur, à surfacturation, on ne parvient pas à maîtriser la surfacturation, à maîtriser les marchés de gré à gré qui sont encore massifs, quoi qu'on essaye de les réduire en nombre, tant qu'on ne parvient pas en fait à améliorer pas seulement la qualité de la dépense publique, mais même la qualité de la dépense publique. Ça veut dire que, en fait, on ne met pas suffisamment, l'État lui-même n'est pas sous pression. L'État doit être sous pression lui-même. Il doit pouvoir s'évaluer. Les États qui vont vite, il y a des exemples. L'impression que l'État du Cameroun n'est pas justement sous pression. Il doit se mettre sous pression. On a laissé aller tout. Comme l'Éthiopie est sous pression lui-même, il s'évalue. Comme le Rwanda s'évalue. Il s'évalue régulièrement. Ce sont les hommes, docteur Idi. Oui, écoutez, l'exemple vient quand même de quelque part. Ça doit venir de là-bas. Lorsque c'est serré, là-bas en haut, forcément en bas. Oui, partout ça va suivre. Partout ça va suivre. Donc moi je dis ceci, ça doit être le premier souci. Le deuxième souci doit être celui pour nos entreprises publiques. Et si l'État regarde dans cette direction et met tout pour que nous ciblons ce que nous connaissons tous comme étant la cible principale, l'industrialisation de notre économie. Parce que pour le moment, on parle de beaucoup de choses, mais le but de toute entreprise, ou plutôt le but de toute action d'un État est d'améliorer le quotidien de ces populations. Et tu ne peux jamais le faire sans t'industrialiser. C'est vrai. Et ça, je mets ça au compte positif de l'État. Il y a des infrastructures qui doivent être construites et qui sont en train d'être construites. On dit bravo. Mais quand vous avez un truc comme Camerco est une entreprise qui devrait générer de l'argent. Énormément. Maintenant, pour que cette entreprise génère de l'argent, comme ça se fait en Éthiopie, c'est tout un processus, c'est toute une chaîne. L'économie éthiopienne est fondée sur l'activité de Camerco. Ils font le transport, le tourisme et le café. C'est l'essentiel dans ce pays. C'est l'essentiel. Ils ne font pas autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris toutes les dispositions pour que le tourisme même décolle. Mais écoutez, si le tourisme n'est pas organisé, vous connaissez, vous avez déjà vu le budget qu'on affecte au ministère du Tourisme au Cameroun? Non. Bon, mais vous voulez que Camerco fasse comment? Parce que c'est toute une chaîne. Il faut que le Camerounais lui-même participe dans cette dynamique. Et le Cameroun, il n'y a pas plus beau pays, il n'y a pas un pays qui a un potentiel touristique aussi important, mais qui n'est pas justement valorisé. Sous-valorisé jusqu'ici. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut repenser beaucoup les stratégies de développement et d'industrialisation. On espère également que, il faut le dire, les pouvoirs publics nous suivent. D'ailleurs, ce matin, Eric Pepamika, nous sortons de cette édition, plus que 3 minutes. Votre mot de fin. Pour mettre l'homme qu'il faut à la difficile place. pour un sujet aussi vaste et c'est un sujet assez vaste, on vous comprend parfaitement. Assez vaste. Mais il faut peut-être sortir avec l'expression, en fait, la dernière prise de parole du docteur Dimo par rapport à la valorisation du tourisme. Vous voyez, comme il a dit tout à l'heure, le Cameroun a un gros potentiel touristique. Mais on peine à être une destination touristique parce que selon l'Organisation internationale du tourisme, pour être classé comme destination touristique, il faut au moins attirer 500 000 personnes par an.
Cela passe justement par la modernisation d'une entreprise comme Cameco, mais également par la construction des infrastructures. Parce que le tourisme vit sur le prisme de la multimodalité des solutions de transport. C'est-à-dire le touriste, il arrive dans un aéroport qui est une plateforme, il faut qu'il soit pris là, de là où il est arrivé, peut-être pas logé, qu'il a directement... On oublie également la chaîne de télévision nationale, qui... ça c'est autre chose. On a voulu également l'argent, voilà. Bon, il faudrait pas toujours qu'il reste là où il a atterri. Il faudrait qu'il parte de l'aéroport, qui est la plateforme, pour le site où il va consommer l'outil touristique. Donc, ça fait qu'on a une économie qui est aujourd'hui, parce qu'on le dit passé, extravertie. Ça peut indiquer également le pourquoi l'État s'est retourné en un État-providence, en injectant de l'argent dans les entreprises qui sont censées générer de l'argent. Parce que le gros du marché de productivité est entre les mains des entreprises étrangères. L'État espérant en tout cas. Voilà, donc l'État progressivement se désolidarise là où il peut gagner de l'argent pour laisser place aux entreprises étrangères d'y gagner. On a évoqué tout à l'heure, sans publicité, les entreprises de téléphonie qui conçuent, il faut le dire, parce que les entreprises du secteur de la télécommunication ont conçu ce qu'on appelle le secteur quaternaire. C'est le 4e secteur qui s'est imposé au-delà des 3 autres qui étaient classiquement connus. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que l'État, comme disait le docteur Yam tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec son analyse, essaye de prendre ses responsabilités et de nationaliser un certain nombre de secteurs. Et je veux sortir par là. Si on observe quelque chose, il y avait une entreprise qui faisait dans le transfert d'argent il y a une vingtaine d'années et qui avait pignon sur eux. Progressivement, à cause des mauvaises lois et des forces de pression exogènes, cette entreprise aujourd'hui a fermé boutique au profit d'une entreprise qui fait également dans la même activité, mais dont les lois ne sont pas nettement, ne lui sont pas favorables. C'est-à-dire que l'entreprise a une licence d'exploitation pour les télécommunications, mais l'entreprise se retrouve en train de faire du e-banking. C'est-à-dire que normalement, ça devait faire l'objet d'un autre contrat, autre que le contrat dans lequel l'entreprise s'est installée sur le territoire camerounais. Donc, il y a cette... Noah Sadio, on va vous dire merci d'avoir été là ce matin. Je vous remercie. Voilà, on va vous dire merci d'avoir été là ce matin. Merci infiniment. Voilà. De m'avoir associé à ces éminents. Ces éminents, il faut le dire, enseignants, il faut le dire, d'économie. Docteur Edimo, je rappelle que vous avez 2 essais que vous avez sortis ces jours-ci. Vous avez Brève Histoire de l'économie camerounaise 1945-2020, autant pour moi. Et vous avez une interrogation, Cameroun 2035, l'émergence d'un dragon africain d'envergure régionale. Vous nous dites d'ailleurs que dans ces ouvrages, que vaille, le Cameroun est un dragon qui va se réveiller. Merci d'avoir été là ce matin, justement, pour cette édition de DBS Matin. On aura le temps, en tout cas, de parler de vos livres dans une prochaine édition. Dr. Yam, merci également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Eric Pépin Mikaï, merci d'avoir été là également ce matin malgré la pluie. Pas de course, cette émission. Oui, c'était pas de course. Vous savez, on n'a pas assez de temps à vous parler justement de ce genre de sujet. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la 3e du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, l'homme qui considère sa vie comme dénuée d'essence n'est pas tout simplement malheureux. Il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. À demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.